Bonjour. Cette quatrième vidéo va terminer la construction de l'ascenseur et on va voir la partie électronique et le code. En ce qui concerne l'implantation, j'ai choisi de séparer l'électronique de commande en deux unités. La partie commande des drivers et des moteurs sur le bâti de l'ascenseur et la partie informatique avec l'Arduino dans un boîtier de commande qui sera fixé à part. La liaison entre les deux se faisant avec un câble réseau 4 paires croisées avec des prises RJ45. C'est le plus simple et c'est aussi le plus fiable. L'avantage de cette séparation est que le boîtier avec l'Arduino est indépendant et il serait facile de le modifier pour y ajouter quelque chose. Mais ça permet aussi de séparer le 5 volts du 12 volts sans risque de mauvais branchement, car je me connais et mettre du 12 volts à la place du 5 volts, ça m'est déjà arrivé avec quelques conséquences. Et c'est aussi la solution où il y avait le moins de câbles de connexion, sachant que je n'ai pas retenu la solution d'un multiplexage, toujours pour des raisons de simplicité. Plus c'est simple et moins il y a de risques de problèmes ou de bugs. Sur le bâti de l'ascenseur, il y a une plaquette en contreplaqué de 5 mm, avec à gauche la carte des drivers que j'ai déjà décrite dans la deuxième vidéo. J'y ai juste ajouté un relais, ici en jaune-orange, qui sert à mettre le 12 volts quand le 5 volts est présent. Donc tout s'allume par le boîtier de commande. J'ai laissé les borniers que j'avais mis pour les essais, le 5 volts noir à gauche et le 12 volts direct en bleu, l'arrivée du 12 volts se faisant maintenant sur le deuxième bornier bleu plus à droite. À côté, c'est le relais qui met le DCC sur la voie du pont. Par sécurité, le DCC est coupé quand le pont se déplace. Ainsi, le train ne peut pas bouger quoi qu'il arrive. Et derrière, il y a les borniers pour l'arrivée du DCC et le départ vers la voie du pont. Ici, on voit la prise RJ45 et le bornier de l'arrivée du DCC. Là, les connexions entre les drivers et la prise RJ45, et ici la carte en place dans l'ascenseur, avec les deux moteurs branchés, ainsi que la prise RJ45 jaune qui va au boîtier de commande. Le fil blanc, rouge et gris va au capteur infrarouge, qui sert à la détection du point zéro, et à partir duquel sont calculées toutes les distances. Le boîtier de commande est imprimé en 3D PLA. Il permet de loger l'Arduino, qui est un Uno. Alors au départ, j'avais acheté un Mega, puis je me suis dit que c'était du gaspillage, et je suis parti sur le Uno. Sauf que j'avais un peu sous-estimé le nombre de broches nécessaires, si bien que d'une part, j'étais obligé de faire des concessions, entre autres avec un partage de broches, et d'autre part, je suis coincé en termes d'évolution. Et comme il a fallu 11 heures pour imprimer le boîtier, plus 1 heure et demie pour le fond, je me suis entêté à garder le Uno. Mais je sais bien que si je veux ajouter quelque chose, il faudra refaire tout le boîtier de commande qui est calculé juste pour le Uno. Donc si vous vous lancez dans ce projet, prenez un Arduino Mega. L'écran utilisé est un LCD de 4 lignes de 20 caractères, ce qui permet d'afficher suffisamment de texte. Il est connecté en I2C à l'Arduino pour n'utiliser que 2 broches. Alors pour ceux que ça intéresse, l'I2C est un bus de communication inventé par Philips en 1982 pour faire communiquer entre eux des éléments comme des capteurs ou des microcontrôleurs avec seulement 2 fils. Un fil SDA, Serial Data, pour les données, et un fil SCL, Serial Clock, pour l'horloge, qui cadence la transmission. C'est donc un dérivé de la liaison série améliorée. Il a pour avantage la simplicité. Pour un écran LCD sans l'I2C, il aurait fallu 6 connexions à l'Arduino, donc 6 broches utilisées au lieu de 2 seulement en I2C. Mais l'I2C est relativement lent et adapté seulement aux courtes distances du fait de sa sensibilité aux interférences. Je vous ai résumé ici ses principales caractéristiques. Évidemment, ça n'a aucun intérêt pour notre projet, mais je pense qu'il est toujours utile de savoir de quoi on parle et comment fonctionnent les objets qu'on est amené à utiliser, et surtout quelles sont leurs caractéristiques. Dans le boîtier, on a aussi un encodeur rotatif sur le côté droit. Là aussi, une petite explication du fonctionnement n'est pas inutile, car ça va permettre de voir comment on va l'utiliser dans le code. Donc l'encodeur est un dispositif qui permet de mesurer des rotations d'un axe avec le sens et la position angulaire. Ici, on va l'utiliser pour gérer les options des menus de l'ascenseur. C'est un KY40 que j'ai utilisé.
il a 5 broches, CLK et DT, clock et data, qui permettent de compter le nombre de pas par rotation et de savoir dans quel sens on a tourné le bouton. SW est un contact quand on appuie sur le bouton et il passe à l'état bas comme un poussoir ordinaire. Et 2 broches pour l'alimentation qui peut se faire en 3,3 V ou en 5 V depuis l'Arduino. Au niveau programmation, on utilise généralement des interruptions pour capturer les impulsions rapidement et précisément, même en cas de rotation rapide. Mais dans mon cas, je ne vais pas les utiliser car je n'en ai pas besoin et je ne veux pas qu'il y ait d'interférence avec l'utilisation des autres boutons. On en reparlera dans le code. Il existe aussi une bibliothèque, encodeur.h, mais je ne trouve pas que ça apporte grand-chose et je ne l'ai pas utilisé. Pour les boutons qui servent au déplacement manuel et qui sont utilisés pour le réglage des niveaux, j'ai utilisé une barrette toute faite de 8 boutons, qui ont l'avantage d'avoir leur propre résistance pull-up intégrée et on n'a qu'un fil à connecter par bouton. J'ai pris une barrette de 8 boutons alors que je n'en utilise que 5, car ils sont trop rapprochés et ça permet de les séparer en 2 groupes et un bouton tout seul. Des petits cubes imprimés en PLA servent à appuyer sur les boutons et tout ça vient se loger sous les prises RJ45. L'alimentation en 5 volts arrive sur 2 barrettes de PLA munies d'une bande de cuivre autocollante. Au niveau de l'écran, une résistance de 470 ohms sert à diminuer l'intensité du rétroéclairage que je trouvais trop forte. Le potentiomètre bleu permet de régler le contraste. Ce boîtier est conçu pour être fixé sur une surface verticale et donc les sorties se font par en dessous avec la prise 5 volts et les 2 prises RJ45. Celle de droite va à l'ascenseur et celle de gauche sert à commander une plaquette de 4 relais pour mettre le DCC sur l'étage où se trouve le pont de l'ascenseur. Sur le côté, il y a un bouton recette qui permet de réinitialiser l'Arduino et de refaire le zéro en cas de besoin. Et la prise de l'Arduino est accessible. J'ai agrémenté le boîtier de décalcomanie recouvert d'un vernis mat de protection. La face avant a été imprimée sur une plaque Elegoo métallique qui permet d'avoir un aspect granité et que je trouve plus joli qu'une surface lisse où on aurait vu les stries d'impression. C'est une plaque que j'utilise depuis quelques mois et elle a conservé son aspect neuf sans s'abîmer, contrairement aux plaques souples que j'utilisais avant et qui finissent par se boursoufler rapidement. Elle a une fixation magnétique et est assez souple. Je n'ai eu aucun problème d'adhérence avec et aucune impression ratée depuis que je l'ai. A noter qu'elle est lisse sur l'autre face et se retourne facilement. Donc c'est une plaque que je conseille vivement. Les fichiers STL sont comme d'habitude sur Cult 3D avec un boîtier avec et sans perçage. Et on va pouvoir faire un essai. Alors l'ascenseur n'est pas encore monté sur le réseau, il est juste posé sur mon établi de bricolage ferroviaire et le boîtier de commande est posé sur un coffret de polystyrène car les fils sortent par le bas. La plaquette des relais des voies de garage est simplement posée devant pour être visible pendant les essais et les niveaux sont matérialisés par des pinces à linge. Au démarrage, l'Arduino va chercher la position de référence tout en haut. Le pont monte jusqu'à rencontrer le capteur infrarouge et recule de 200 pas pour s'en dégager. Ensuite, il descend se placer au niveau 0 et attend les ordres. On voit la LED rouge sur la carte de l'ascenseur qui indique que le relais a mis le DCC sur la voie du pont. Alors ici, je n'ai pas encore monté le câble d'alimentation de la voie du pont car je n'ai pas encore reçu la chaînette porte-câble adaptée. J'en avais acheté d'abord une de 15 mm par 20 mm mais qui s'avère être beaucoup trop grosse.
car je n'ai qu'un malheureux câble à 2 fils de 1,5 mm. Donc j'en ai commandé une plus petite, car les essais que j'ai faits en impression 3D ne m'ont pas convaincu, donnant des chaînettes qui se détachaient en cours de route. Ensuite, on passe au premier sous-sol avec le bouton rotatif. La validation peut se faire soit en appuyant sur le bouton rotatif, soit par le bouton orange. Le relais du DCC de la voie s'éteint, et quand le niveau est atteint, il se rallume, ainsi que celui qui met le DCC sur le premier niveau. Maintenant, direction le troisième sous-sol. Le niveau est atteint, les relais s'enclenchent et on revient au menu principal en attente d'ordre. Ici, on va régler manuellement une position. Les boutons verts permettent un déplacement rapide et les bleus un déplacement plus lent pour le réglage fin. Une fois la bonne position obtenue, on appelle le menu mémorisation et on la sauvegarde dans la mémoire EEPROM de l'Arduino. Maintenant, on va voir de plus près le code du logiciel de commande. Alors, je n'ai utilisé que les fonctions décrites dans les vidéos sur les bases du C++ Arduino, sans rien de sophistiqué, pour que tout reste compréhensible facilement. Tout le début est en commentaire pour documenter le brochage des prises RJ45, celle qui va vers l'ascenseur et celle qui va au relais des voies. Ensuite, la liste des broches utilisées et leur connexion aux prises RJ45. Les connexions des boutons. Pour l'écran, les broches A4 et A5 qui sont imposées par la bibliothèque Liquid Crystal. Alors on peut quand même les changer, mais il faut aller modifier la bibliothèque. Les broches pour les relais qui vont mettre le DCC sur l'étage où l'ascenseur s'est arrêté. Il s'agit des broches analogiques A0 à A3 qui seront utilisées en sortie digitale. Et elles peuvent être aussi désignées par les chiffres 14 à 17 dans ce cas. Après, on passe aux déclarations, avec d'abord l'appel des 3 bibliothèques utilisées, Axel Stepper pour la gestion des moteurs, Liquid Crystal I2C pour l'écran LCD, et EEPROM.h pour la gestion de l'accès à l'EEPROM de l'Arduino, où on va sauvegarder les positions des différents niveaux. Ces bibliothèques doivent évidemment être installées par la fonction Gestion des bibliothèques de l'IDE Arduino, comme on l'a vu dans la première vidéo sur la programmation. On définit l'affectation des broches de contrôle des moteurs, la broche Enable qui sert à activer ou à désactiver les drivers, et les broches Step et DIR pour la commande des moteurs. Ensuite, les autres broches utilisées, IR-Pin pour le capteur infrarouge et DCC-Pin pour le relais qui met le DCC sur la voie du pont. Les 3 broches de l'encodeur rotatif Clock, Data et Switch, et les 4 boutons pour les déplacements manuels. La broche 9 est partagée entre le bouton orange de validation et le switch de l'encodeur, car je n'avais pas assez de broches disponibles. Alors on pourrait récupérer les broches RX et TX de la liaison série si on ne l'utilise pas, ce qui est le cas ici. Mais c'est à manipuler avec circonspection et c'est source de problèmes. Ensuite, on va créer l'objet moteur qui dérive de la classe Axel Stepper. J'avais déjà expliqué ça dans les vidéos sur la programmation C++. Remarquez la syntaxe particulière pour Axel Stepper avec les 2 doubles points. Et l'objet LCD qui dérive de la classe Liquid Crystal. On indique l'adresse de l'écran qui est généralement 27 ou 3F en hexadécimal.
ainsi que le nombre de caractères par ligne, ici 20, et le nombre de lignes qui est ici de 4. Alors dans le zip à télécharger qui contient le code de l'ascenseur, je vous ai mis aussi le code d'un petit scanner I2C qui permet de trouver l'adresse d'un écran connecté et qui ne serait pas standard. Les broches utilisées par l'encodeur ainsi qu'une variable booléenne qui servira à conserver la dernière valeur lue de CLK. On l'initialise à height, ce qui signifie qu'elle n'a pas été activée. Deux constantes pour la gestion des menus pour pouvoir nommer les menus plus explicitement qu'avec des simples chiffres, et les variables qui servent à la gestion des menus. Au départ, j'avais prévu 3 menus, mais je n'en ai gardé que 2, et j'aurais pu simplifier cette gestion juste avec 2 flags, mais j'ai laissé ça au cas où j'aurais besoin de rajouter une troisième option de menu. Là, c'est la définition du menu principal, qui est dans un tableau de type string de 6 éléments. Alors vous remarquerez l'étoile derrière le mot string, car la variable ActiveMenu n'est pas une variable de type string, mais un pointeur, c'est-à-dire une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable ou d'un objet. String étoile signifie donc pointeur vers un objet de type string. J'en avais parlé dans la vidéo numéro 5 sur la programmation C++ avec les fonctions. ActiveMenu doit normalement contenir le texte correspondant au menu actif. Mais plutôt que de manipuler du texte, on va utiliser le pointeur vers ce texte, ce qui évite de devoir recréer la chaîne en mémoire à chaque fois qu'on la remplace, ce qui aboutirait rapidement à une fragmentation de la mémoire et un plantage de la carte. Là, on ne va rien déplacer, on change juste l'adresse de la chaîne en mémoire. Ici, c'est le tableau d'entier long qui va contenir les positions des différents niveaux. Ces positions correspondent au nombre de pas moteurs à faire depuis le point 0. Notez qu'il n'y a pas besoin d'indiquer la taille du tableau, car le compilateur la connaît tout de suite, puisque ce nombre d'éléments est fini. La constante Pmax est la position maxi à ne pas dépasser quand on va vers le bas. La variable niveau qui contiendra le niveau actif, elle est initialisée à -1, ce qui signifie qu'il n'y a pas de niveau actif pour le moment. Viennent ensuite les paramètres de vitesse et d'accélération pour les moteurs. Notez qu'on utilise une valeur négative pour monter lors de la procédure de recherche du point 0, que j'ai appelée homing pour retour à la maison. Les paramètres de vitesse pour les déplacements avec les boutons et la distance de 50 pas à chaque déplacement, ce qui représente un quart de tour du moteur. Viennent ensuite les constantes pour l'accès à l'EPROM, avec l'utilisation d'un flag, ou drapeau en français, pour savoir si les données dans l'EPROM ont été enregistrées ou s'il n'y a rien de valide. Il est écrit en hexadécimal avec le 0x qui indique au compilateur que ce qui suit est de l'hexadécimal. Le flag agit comme une signature. On réserve les 4 premiers octets pour y écrire un nombre. Lors de la lecture, si le flag est bon, on charge les données, sinon on considère que l'EPROM n'a pas été initialisé et on utilisera les valeurs par défaut enregistrées dans le tableau des positions lors de sa création. Ce flag est donc une sécurité pour ne pas charger n'importe quoi sur un Arduino non initialisé. Après les déclarations arrive le setup, qui contient le code qui sera exécuté une seule fois au démarrage de la carte, ou si on fait un reset. On commence par initialiser l'écran et allumer le rétroéclairage, et on va afficher un petit texte en déplaçant les lettres les unes après les autres. Au départ, j'avais prévu une petite animation, plus vivante, mais l'écran n'est pas assez réactif, et son temps de latence est trop long pour espérer faire autre chose. On voit la fonction afficher progressivement qui a 2 arguments, un entier qui indique le numéro de la ligne et une string qui contient le texte à afficher. On commence par effacer la ligne en écrivant des espaces, puis on va afficher le texte lettre par lettre en avançant d'une case à chaque fois avec la fonction LCD setCursor. Et on met un délai de 80 millisecondes à chaque lettre. La string texte est traitée caractère par caractère jusqu'à la fin qui est donnée par string length. Ensuite, on initialise les broches utilisées avec pinMode.
Ici, comme les boutons ont déjà une résistance de pull-up intégrée, on met des inputs simples. Pour les broches 10 à 13, c'est une boucle for qui fait ça. Et on va maintenant lire les valeurs en EEPROM. On vérifie que le flag magique est bien là, et si oui, on charge les valeurs lues dans le tableau des positions. Sinon, on gardera les valeurs initialisées par défaut. La mémoire utilisée est de 4 octets pour le flag, qui est un unsigned long, et de 5 x 4 octets pour les données, ce qui correspond à 24 octets seulement. Alors cette mémoire EEPROM n'est pas volatile et son contenu est préservé après extinction de l'Arduino. Ici, on initialise la broche Enable du driver en sortie. On y écrira la valeur low pour l'activer et high pour l'arrêter, ce qui permet de couper le courant quand le moteur n'a pas besoin de tourner. Ça évite la consommation de courant, mais aussi de faire chauffer les drivers. On initialise aussi les broches des relais en sortie par output. Pour les relais des voies de garage, c'est une boucle for qui fait ça. Et on initialise à l'état haut pour qu'il soit coupé par défaut. De même pour le relais qui commande le DCC sur le pont, sauf que dans ce cas, ce relais est coupé à l'état bas et activé à l'état haut. C'est donc l'inverse et il faudra s'en rappeler. Et on appelle la fonction humming pour trouver la position de référence. Donc on commence par activer les drivers en mettant la broche Enable à l'état bas, puis on configure les valeurs de vitesse et d'accélération des moteurs, et on fait bouger les moteurs tant que le capteur infrarouge ne détecte rien. Les fonctions setSpeed et runSpeed font tourner le moteur à vitesse constante sans accélération. On choisit une vitesse moyenne, pas trop lente pour que ça ne prenne pas trop de temps, mais pas trop rapide pour la précision. Lorsque le capteur infrarouge passe à l'état bas, on sort de la boucle while, moteur stop arrête les moteurs, et on recule de 200 pas, soit un tour, pour se dégager du capteur. La position est alors mémorisée comme position 0, à partir de laquelle tous les déplacements seront calculés. La fonction reculer a pour argument un entier qui contient un nombre de pas. Moteur mauve effectue un déplacement de la valeur donnée en argument depuis sa position courante. La boucle while permet au moteur de tourner. Il faut en effet envoyer régulièrement un moteur run pour entretenir le mouvement. Et distance to go indique la distance en nombre de pas qui reste à faire pour arriver à destination. Donc on fait moteur run tant qu'on n'est pas arrivé. Une fois que le humming est fait, on va amener le moteur à la position du niveau 0. On commence par mémoriser la valeur du niveau, car on doit savoir à tout instant à quel niveau se trouve le pont. Et on appelle la fonction déplace, qui a pour argument la valeur correspondante à ce qui est dans le tableau des positions à l'index 0. Une fois que c'est fait, on affiche le menu principal avec la fonction updateMenu qui va afficher le contenu du tableau situé à l'adresse pointée par ActiveMenu, ligne par ligne. La variable topMenuIndex indique la ligne à partir de laquelle il faut afficher pour gérer le scrolling. Et on affiche les lignes qui vont jusqu'à ActiveMenuLength. Et on affiche un signe supérieur devant la ligne de menu qui est active. Et on arrive dans le loop où on va attendre un ordre par le menu ou l'appui sur un bouton. La première instruction envoie la fonction qui lit l'encodeur rotatif pour voir si on l'a tourné. On regarde si CLK est à l'état bas, donc activé, et s'il a changé par rapport à last CLK. Si oui, on regarde si DT a changé ou pas, pour savoir dans quel sens il faut aller. Si on tourne vers la droite, on descend dans le menu, et si c'est vers la gauche, on monte. On vérifie que currentMenuIndex ne sort pas des limites, entre 0 et le nombre de lignes totales du menu, et on le bloque dans ces limites. On actualise la variable topMenuIndex, qui détermine à partir de quelle ligne il faut afficher le menu, et on appelle la fonction updateMenu, qui va afficher le menu de topMenuIndex jusqu'à la fin. Et avant de quitter, on actualise la variable lastCLK pour pouvoir comparer au prochain appel. De retour dans le loop, on poursuit en regardant si le bouton rotatif
ou le bouton orange ont été enfoncés. Si c'est le cas, c'est qu'on a cliqué sur une option de menu. Si c'est l'option 5 de mémorisation, on va appeler la fonction Memorise. Dans la fonction Memorise, on commence par effacer l'écran et on affiche le niveau qui est concerné. On utilise ici un opérateur ternaire, comme on a vu dans la dernière vidéo sur la programmation. Lorsque le niveau est supérieur à 0, on affiche un signe moins, sinon on affiche un espace devant le numéro du niveau. Cette écriture évite un test if-else. On écrit aussi la position en nombre de pas à la ligne du dessous. C'est cette valeur qui sera enregistrée. Elle est d'abord placée dans le tableau des positions à sa place, puis on appelle la fonction d'écriture en EPROM en écrivant tout le tableau des positions et le flag magique qui valide l'écriture. Un petit délai pour pouvoir lire l'écran, et on revient à l'affichage du menu principal qui termine la fonction, et on revient dans le loop. Donc si ce n'était pas la ligne numéro 5 du menu qui a été choisie, c'est que c'est une ligne qui correspond à un étage. On commence donc d'abord par couper les relais qui mettent le DCC sur les voies de garage. On récupère le niveau choisi qui correspond à la ligne de menu sélectionnée, donc qui est égale à current menu index, et on appelle la fonction déplace en lui passant la position correspondante du tableau des positions. Dans la fonction déplace, on commence par activer les drivers, puis on coupe le DCC sur le pont. Alors pendant les essais, il est apparu que si on venait de déplacer le pont manuellement avec un déplacement négatif, donc vers le haut, le déplacement se faisait ici très lentement. Je pense qu'il s'agit d'un bug dans Axle Stepper, et pour le contourner, j'ai trouvé une parade qui consiste à envoyer un ordre stop, suivi d'un ordre de déplacement en arrière, donc vers le bas, et un seul pas suffit. Ensuite, on configure la valeur maxi et l'accélération, et on affiche les lignes sur l'écran en indiquant la position de départ, qui est la position courante donnée par moteur current position, et la position cible qui a été passée en argument à la fonction. Ensuite, l'ordre run to new position va faire tourner les moteurs jusqu'à cette position. On rappelle que cette fonction est bloquante et que rien d'autre ne peut se faire tant que la position n'est pas atteinte. Ici, ça nous arrange plutôt car ça va éviter d'avoir un test pour savoir quand on sera arrivé. Quand la position est atteinte, les instructions sont exécutées et on écrit à l'écran que la position est atteinte. On coupe les drivers, on active le relais correspondant à la voie de sortie et on remet le DCC sur le pont. La fonction se termine et on revient dans le loop où on réaffiche le menu principal avec la fonction affiche menu. Sinon, si le bouton de menu ou le bouton orange n'ont pas été enfoncés, on regarde si l'un des boutons de déplacement manuel a été enfoncé. Si c'est le cas, on appelle la fonction déplacement réglage avec les paramètres désirés, c'est-à-dire la distance de déplacement qui a été fixée à 50 pas au début du programme, dans les initialisations, et la vitesse lente ou rapide selon qu'on a appuyé sur une touche bleue ou une touche verte. Le sens du déplacement est donné par le signe de la variable vitesse. Une valeur négative donne un déplacement vers le haut. La fonction déplacement réglage a deux arguments, un entier long pour la distance et un entier pour la vitesse. Alors pourquoi employer un entier long pour la distance alors qu'on ne va se déplacer que de 50 pas? Eh bien c'est tout simplement parce que la fonction moteur-move attend un entier long sur 4 octets. Et si on lui passe un entier sur 2 octets seulement, le compilateur va corriger le tir. Il y a 99 chances sur 100 pour que ça se passe bien, mais il n'est pas impossible que ça génère un bug avec un comportement imprévu. Donc il faut toujours utiliser le type de variable qu'une fonction en bibliothèque attend. C'est plus logique et on s'évite des bugs pas faciles à débusquer. Donc ici on fixe la vitesse et le sens de déplacement avec moteur setSpeed et on lance le déplacement avec moteur move avec l'argument distance. Il y a une sécurité pour éviter de défoncer le haut de l'ascenseur. Si le capteur infrarouge se déclenche, on arrête le déplacement et on recule de 200 pas pour dégager le capteur.
De même, il y a une sécurité pour le déplacement vers le bas pour ne pas dépasser la valeur de Pmax. A noter que comme les déplacements se font par incrément de 50 pas qui a été défini dans la valeur distance déplacement, dans les initialisations, il faut donc en tenir compte dans la détermination de Pmax qui devra être 50 pas en dessous de la véritable position maxi. Alors vous allez me dire qu'on doit aussi appeler moteur run pour que le moteur continue à tourner. Et on aurait pu le mettre ici dans une boucle while. Mais ce sera plus simple de le mettre dans le loop qui lui tourne tout seul. Donc on sort de la fonction et on revient dans le loop où on a cette ligne qui appelle un moteur run si on est en mode réglage. Alors c'est à double tranchant car c'est ce qui a obligé à mettre un moteur stop dans la fonction déplace car le mouvement pouvait se continuer même si on n'appuyait plus sur les touches manuelles. Mais on est quand même gagnant en procédant ainsi. Voilà, c'est donc un code très simple, avec le loop qui teste si une commande a été déclenchée, une fonction de déplacement vers une position enregistrée, une autre de déplacement manuel, une fonction de homing et une dernière de mémorisation. Le code est réparti sur 3 onglets dans l'IDE pour plus de facilité. À l'enregistrement, le contenu des 3 onglets est enregistré dans le répertoire de l'application, ou plutôt du croquis dans la terminologie Arduino que j'ai du mal à adopter. Croquis, ça ne veut rien dire, mais bon, on va faire avec. Lors de la compilation, les onglets sont lus dans l'ordre alphabétique de leur nom. C'est pourquoi j'ai mis un A- et un B- devant les noms, même si l'ordre n'a ici aucune importance. Vous trouverez le lien vers ces fichiers dans la description de la vidéo. Voilà, l'ascenseur est terminé. Il reste maintenant à l'installer sur le réseau, ce qui va demander un peu de travail. Je ne ferai pas de vidéo là-dessus car ça n'a pas grand intérêt. Il y aura une vidéo quand je le mettrai réellement en service sur le réseau, mais certainement pas dans l'immédiat. D'ici là, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des points pas clairs ou à corriger des bêtises que j'aurais pu dire. Il y aura peut-être d'autres vidéos de programmation, mais ce n'est pas certain car le sujet n'attire pas les foules. À bientôt!